On va m'accuser d'être fou, on va dire que je suis dangereux, on va questionner ma santé mentale, et tout ça avant même en fait d'écouter mes arguments. Et vous savez quoi? C'est exactement le problème. Tout le monde m'appelle Célo, et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que personne n'ose nommer, ce concept qui est la dictature de la bienveillance. Ce système qui est invisible, qui vous fait croire que vous êtes libre, alors que vous vivez clairement dans la prison mentale la plus sophistiquée de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, mais je vais vous dire des vérités qui vont vous déranger. Et c'est exactement pour ça que vous devez écouter, regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que là voilà la réalité brutale. Vous pensez être des esprits libres, mais vous êtes des variables dans une équation de profit. Vous pensez choisir vos combats, mais vous consommez les indignations qu'on a programmées pour vous. Vous pensez défendre la liberté, mais vous êtes les gardiens volontaires de votre propre cage. J'enlève mes lunettes. Alors, déjà, avant de commencer, ce qu'on va faire, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à regarder dans le miroir? D'accord? Est-ce que vous êtes prêt à voir la vérité, même si elle vous met mal à l'aise? Parce que si la réponse est non, vous pouvez fermer cette vidéo et partir dès maintenant. Je vous en voudrais pas. Les gars, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. La liberté de consommation, c'est pour tout le monde. Par contre, si vous êtes prêt à affronter l'inconfort pour atteindre la clarté, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que les prochaines minutes vont changer votre façon de voir le monde dans lequel vous vivez actuellement. Déjà, ce que je vais faire, c'est de commencer par des excuses sincères. Si mes mots causent une douleur réelle, je l'assume. Mon intention, c'est pas de dominer, c'est de réveiller et d'éveiller. Je parle du sens où on ne secoue pas quelqu'un qui dort profondément sans un certain choc. Si le prix de la clarté, c'est l'inconfort, j'accepte d'être celui qui l'apporte. Alors maintenant, voici ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Premièrement, on va parler de la liberté d'expression à géométrie variable. Pourquoi certaines idées sont protégées pendant que d'autres sont effacées, et comment en fait ce système décide qui mérite d'être entendu. Deuxièmement, on va analyser l'illusion de l'égalité. Comment votre concept de tolérance tolère uniquement ce qui confirme vos croyances, et comment cette hypocrisie crée la dictature que vous prétendez combattre. Troisièmement, on va explorer en fait la ghettoisation mentale, comment les algorithmes ont créé une prison numérique où vous êtes maintenu dans un état de docilité programmée, et pourquoi vous défendez cette prison comme si c'était votre propre liberté. Quatrièmement, on va examiner la faillite de la connaissance. Pourquoi une génération entière juge sans savoir, condamne sans comprendre, comment en fait cette ignorance volontaire vous transforme. Cinquièmement, on va déconstruire l'impact du féminisme de marché sur la cohésion familiale. Je dis bien le féminisme de marché, d'accord? Parce qu'il faut clairement faire attention, c'est pas une attaque contre les femmes, d'accord? C'est une analyse froide de comment le système a atomisé la dernière citadelle de résistance contre l'État et le marché. Sixièmement, on va révéler le racisme de la bienveillance. Comment en fait la gauche, qui est bien pensante, pratique le racisme des faibles attentes en vous préférant victime plutôt que souverain. Et finalement, finira par exposer la pathologisation de la dissidence. L'arme ultime utilisée pour discréditer toute pensée divergente en la déclarant mentalement instable. Donc on va prendre ces minutes ensemble pour déconstruire 50 ans de conditionnement. Donc si vous êtes prêts les gars, on va y aller tout de suite. Ok. On va poser les faits sur la table, et ça sans filtre, d'accord? Aujourd'hui, on vit dans une époque bizarre. Une époque où la liberté d'expression, en fait, est devenue un concept à géométrie variable, selon qui parle et de quoi on parle, en fait. Explique-moi ce truc, en fait. Pourquoi, dès que je propose une vision divergente sans inciter à la haine, le concept de la censure tombe? Pourquoi, quand j'incite des artistes à l'autonomie totale, on démantèle mes plateformes? Pourquoi, quand je questionne l'impact de certains courants du féminisme sur la cohésion des familles, on cherche à m'effacer du paysage digital? Et tout ça, c'est pas une question rhétorique, d'accord? C'est une question qui mérite une réponse claire. Et cette réponse révèle quelque chose de profond sur les systèmes dans lesquels on vit actuellement. La liberté d'expression, telle qu'elle existe aujourd'hui, est une liberté conditionnelle. Tu es libre de parler tant que tu restes dans les lignes tracées par ceux qui contrôlent le discours. Tu peux critiquer, mais seulement ce qu'on t'autorise à critiquer. Tu peux questionner, mais seulement ce qu'on t'autorise à questionner. Si jamais tu sors de ces lignes, tu deviens une anomalie que le système doit frontalement corriger. Je vais vous faire une analogie simple, assez simple, qui est l'analogie du miroir. Avec cette analogie, normalement, vous pouvez comprendre la dynamique qui est en jeu.
Si aujourd'hui tu te mets en colère contre un miroir parce qu'il reflète une cicatrice que tu essayes d'ignorer, le problème c'est pas le miroir, le problème c'est ton rapport à ta propre image. Je refuse en fait de briser le miroir pour soulager votre confort. Je m'excuserai jamais, sincèrement, d'avoir allumé la lumière, même si vos yeux n'étaient pas prêts à la supporter. Parce que voilà ce qui se passe. Quand je pointe des vérités inconfortables, la réaction immédiate c'est pas d'examiner ces vérités, c'est d'attaquer le messager, c'est de me traiter de provocateur, d'extrémiste, d'instable. Pourquoi? Parce que c'est plus facile que d'affronter ce que le miroir révèle sur vous-même. Maintenant, vous allez regarder le document. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Ignace Semeleuis. C'est une histoire qui devrait être enseignée en fait dans toutes les écoles parce qu'elle illustre parfaitement comment la vérité est traitée. Quand elle dérange le pouvoir établi, elle est traitée d'une manière assez violente. En 1847, Semeleuis, en fait, c'était un médecin à Vienne. Il a découvert quelque chose de révolutionnaire, que les médecins transmettaient la mort en se lavant pas les mains entre l'autopsie des cadavres et l'accouchement des femmes. Sa solution, lui, c'était ultra simple, d'accord? Lavez-vous les mains avec une solution chlorée. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi, d'accord? Le savon, etc. Quand il a appliqué cette pratique, le taux de mortalité a chuté de 18% à 1%. C'était une découverte qui a sauvé des milliers de vies. La réaction de la communauté médicale, vous savez ce que c'était quoi? Ils se sont sentis insultés, offensés dans leur honneur professionnel. En fait, ils se sont dit comment il a osé suggérer que les mains d'un médecin, d'un gentleman, puissent être sales. Ils l'ont censuré, ils l'ont humilié, et ils l'ont banni de la communauté médicale. Et finalement, ils l'ont interné en psychiatrie. Et là-bas, il a été battu à mort par les gardiens. Donc, pour imaginer un peu, le mec a clairement sauvé des vies, d'accord? Il a dénoncé de mauvaises pratiques, il a sauvé des vies. Vous savez ce qu'il a gagné? La mort. Aujourd'hui, vous êtes les médecins aux mains sales. Et je suis celui qui vous pointe le savon. Vous préférez me traiter de fou plutôt que d'admettre la contagion de vos certitudes. L'histoire en fait se répète sans cesse parce que l'ego humain reste le même. La vérité qui dérange sera toujours attaquée avant d'être acceptée. Toujours. C'est la lignée de la vie, c'est le courant des choses. Tous les liens, en fait, d'ailleurs, tous les liens que je mets, qui seront ici, seront en description. Donc vous aurez accès à toutes les informations que j'ai traitées pour faire cette vidéo, d'accord? Sans souci, les gars. D'ailleurs, abonnez-vous si ça vous intéresse. Tout ça, je parlerai pas que de sociopolitique, les gars, beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent personnellement. Donc si vous êtes intéressé par ma vision des choses, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc on va continuer. Maintenant, on va parler en fait de votre concept d'égalité. Parce qu'il y a un problème fondamental dans la façon dont vous l'appliquez. La vérité est simple. Votre concept d'égalité est à sens unique. Vous prenez la tolérance, mais vous tolérez uniquement le miroir de vos propres convictions. Regardons ensemble comment ça fonctionne concrètement. Quand quelqu'un exprime une opinion qui correspond à votre vision du monde, c'est de la liberté d'expression. Quand quelqu'un exprime une opinion divergente de la vôtre, c'est du discours de haine. Quand un artiste fait de la musique qui célèbre votre idéologie, c'est de l'art engagé. Quand un artiste questionne cette idéologie, c'est de la propagande dangereuse. Quand vous manifestez pour vos causes, c'est de la démocratie en action. Quand d'autres manifestent pour des causes différentes, c'est de l'extrémisme. Est-ce que vous reconnaissez des patterns? L'égalité que vous défendez s'applique uniquement à ceux qui pensent comme vous. C'est pas de l'égalité, c'est du tribalisme déguisé en vertu. C'est différent. Laissez-moi vous expliquer comment cette illusion d'égalité en fait est maintenue. À travers ce que moi j'appelle la clôture invisible. Vous pensez être libre. D'accord? Mais vous vivez dans une ghettoisation mentale pilotée par des algorithmes. On vous maintient dans un enclos numérique où en fait on vous montre uniquement ce qui vous confirme vos préjugés pour garantir votre docilité de consommateur. Quand je sors de cet enclos, d'accord? Donc il y a l'enclos. Moi je sors de cet enclos, vous ne voyez pas un homme libre, d'accord? Un homme libre de penser qui est libre de s'exprimer. Vous voyez un évadé. Votre rejet, c'est pas une réaction intellectuelle, c'est un bug dans votre logiciel de conformisme. Vous m'attaquez pas moi personnellement, vous défendez la clôture de votre propre prison mentale. On va regarder l'affaire de Cambridge Analytica. Ce qu'on a découvert en fait dans cette affaire, dans l'affaire de Cambridge Analytica, c'était que la partie émergée de l'iceberg, les fameux Facebook Files, révélés en 2021, ont prouvé quelque chose de brutal. Les algorithmes vont privilégier la colère parce qu'elle génère 5 fois plus d'engagement que la joie. 5 fois plus. C'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée. Tu comprends ce que ça signifie? Vous ne choisissez pas vos combats. Vous consommez les indignations qu'on a programmées pour vous. Vous n'êtes pas des activistes. Vous êtes des variables dans une équation de profit. La plateforme te montre ce qui te met en colère parce que la colère te fait scroller, commenter, partager, liker, interagir, engager. D'accord? Chaque action génère des revenus publicitaires. Ton indignation est littéralement monétisée.
D'accord? Le fait que tu sois choqué, le fait que tu réagisses, tu fais gagner de l'argent à des gens. En fait, mon problème, c'est que vous agissez comme si nous, on avait besoin d'être sauvés par vos structures, vos institutions, vos idéologies prémâchées. Mais dès qu'on décide de se sauver par nous-mêmes, par l'indépendance de l'esprit, en fait, vous nous rappelez à l'ordre. J'ai compris le message il y a longtemps. Je me suis dit en fait qu'un homme noir qui refuse le script imposé, c'est un homme noir qui exige une liberté de pensée absolue. C'est une anomalie que le système doit absolument corriger parce que c'est rare qu'on voit ça en fait. Parce que votre système a besoin que je reste à ma place, que je joue le rôle qu'on m'a assigné, que je sois reconnaissant pour les mètres de liberté qu'on me donne. En gros, que je sois de gauche, frontalement de gauche, et que je défende toutes les mêmes idéaux des gens victimes. D'accord? Donc que j'ai une mentalité victimaire. Mais je refuse le rôle, je refuse le script, et c'est exactement pour ça que je dérange. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Il utilise des narratives extrêmes, il provoque volontairement, il cherche le clash. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le seul levier qui reste quand le centre en fait est saturé de bruit et de conformisme. En communication politique et sociale, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Le principe en fait est simple. Pour rendre une idée modérée acceptable dans le débat public, il faut parfois exprimer une idée plus radicale pour déplacer les limites de ce qui est considéré comme acceptable. Donc regardons l'histoire, d'accord? L'histoire des droits civiques aux États-Unis. L'époque de Malcolm X. Quand Malcolm X il disait par tous les moyens nécessaires, by any means necessary. Il permettait en fait à Martin Luther King de paraître raisonnable aux yeux des oppresseurs. Malcolm X déplaçait la fenêtre du débat vers une position plus radicale, ce qui rendait les demandes de MLK, qui étaient déjà radicales, acceptables en comparaison. C'était pas un accident les gars, d'accord? C'est une stratégie délibérée pour forcer le système à bouger. Ok? Smart move. Black people, smart move. En gros, ce que je sais te dire, c'est quoi? C'est que si je crie pas, vous entendez même pas le murmure de la vérité. Vous vivez clairement dans un monde assourdi par le divertissement. Vous scrollez 8 heures par jour, vous consommez du contenu sans arrêt, votre capacité d'attention est réduite à 8 secondes en moyenne. Et en fait, dans ce contexte, comment est-ce qu'une idée nuancée, présentée calmement, peut percer le bruit? Elle peut pas. Elle sera noyée dans le flux avant même que vous ayez fini de la lire. L'extrémisme, d'accord, je mets bien des guillemets bien strong, ok, c'est pas de l'extrémisme gratuit, c'est une nécessité technique dans un monde où la modération est devenue invisible. Je préfère être entendu, critiqué, plutôt qu'ignoré et oublié, parce qu'au moins si je suis critiqué, ça signifie que l'idée a traversé votre mur de défense. Vous voyez l'idée et vous y pensez, vous l'avez peut-être rejetée, mais elle existe maintenant dans votre esprit. Et c'est déjà une victoire contre l'oubli programmé. Maintenant, je vais vous parler d'un vrai problème. Parce que le vrai problème, en vrai, c'est pas mon opinion, d'accord? Le vrai problème, c'est votre absence de fondation. Comment est-ce que je peux débattre avec une foule qui ignore l'histoire de la France, qui méconnaît les racines théologiques du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, qui ne comprend pas les bases de l'économie politique ou de la philosophie? En gros, pour moi, vous prétendez diriger le monde par votre vote et vos avis politiques, alors que vos seules notions sont celles que l'algorithme a glissées dans votre poche ce matin. D'accord? Il y a une pathologie moderne que je rencontre constamment des citoyens de plus de 25 ans qui avouent en fait ignorer l'histoire de leur propre pays, mais qui se battent avec une certitude absolue pour des causes dont ils ne maîtrisent ni l'origine ni les conséquences. C'est la victoire de l'émotion en fait sur l'étude, du ressenti sur l'analyse, de l'instantané sur la profondeur. Parlons des chiffres qui parlent d'ailleurs. Laisse-moi te donner des chiffres concrets pour que tu comprennes l'ampleur du problème. En France, les rapports en gros, c'est le Conseil national d'évaluation du système scolaire. Ils ont fait une étude sur l'éducation civique. Et cette étude montre une baisse alarmante en fait de la culture historique et civique. C'est un PDF, je vous ai mis le lien dans la description, vous pourrez aller le consulter. En fait, ce qui vous retient, c'est quoi? C'est que près d'un jeune sur deux peine à situer les événements fondateurs de notre démocratie. La Révolution française, la Commune de Paris, les guerres mondiales, la construction européenne. Des événements en fait qui ont façonné le monde dans lequel on vit actuellement. Mais attention, là où ça devient encore plus intéressant, en fait, c'est que 80% de ces mêmes jeunes s'estiment capables de juger de la politique complexe sur TikTok. En fait, on a créé une génération de juges sans code pénal. Des gens en fait qui condamnent sans savoir, sans même savoir, sans avoir lu une seule ligne de l'histoire des systèmes qu'ils dénoncent. L'ignorance en fait n'est plus un manque de savoir, c'est devenu un choix militant. On revendique le droit de juger sans le devoir d'apprendre. Je vais te faire une petite métaphore, d'accord? Je vais t'expliquer en fait pourquoi c'est grave. Une analogie assez simple. Un arbre en fait a besoin de racines pour produire des fruits, d'accord? C'est une loi de la nature. Pas de racines, pas de fruits. Vous êtes en train d'exiger les fruits, la liberté, donc
la justice, l'égalité, mais vous détestez profondément les racines. Vous ne voulez pas étudier d'où viennent ces concepts. Vous ne voulez pas comprendre les sacrifices qui ont été nécessaires pour les obtenir. Vous ne voulez pas analyser les systèmes complexes qui les maintiennent ou les menacent. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, un arbre dont on coupe les racines ne donne pas de meilleurs fruits, il meurt lentement, mais sûrement. En refusant en fait de regarder la complexité du passé, vous vous condamnez à être des enfants éternels. Vous êtes des activistes d'image, des révoltés de surface, manipulables par n'importe quel slogan émotionnel, parce que vous avez en gros aucun socle pour comparer le présent. Un peuple sans mémoire, les gars, c'est une pâte à modeler pour les ingénieurs sociaux. D'accord ? Vous êtes façonné par ceux qui contrôlent l'information que vous consommez et vous croyez que c'est vous qui choisissez. Donc voilà pourquoi nos débats, en fait, la plupart du temps, sont stériles. Vous voulez discuter de solutions à des problèmes dont vous ne comprenez même pas les causes historiques, d'accord ? C'est comme en fait vouloir réparer une voiture sans comprendre comment fonctionne un moteur. Vous allez casser plus que réparer. Et quand quelqu'un comme moi arrive et dit « Attendez, avant de tout casser les gars, avant de tout démolir, est-ce qu'on peut au moins comprendre pourquoi ça a été construit comme ça ?» Automatiquement je deviens l'ennemi. Parce que j'empêche en fait l'action immédiate. Je demande la réflexion. Et la réflexion, c'est devenu l'ennemi de l'activisme moderne, les gars. D'accord ? Vous êtes passionné par aller marcher, être offusqué, être offensé. Et voilà, vous êtes dans la réaction perpétuelle. Avant d'entrer dans le chapitre de la famille, d'accord, je veux être absolument clair sur un point. Ce que je vais dire maintenant, en fait, c'est pas une attaque contre les femmes, d'accord ? C'est important que je le dise, d'accord ? C'est une analyse de la désintégration sociale orchestrée par le système économique. Si tu comprends pas cette nuance, tu vas mal interpréter chaque mot qui va suivre, d'accord ? Donc écoute bien, et encore une fois, c'est pas une attaque contre les femmes. Je suis pas en train de dire que les femmes en gros doivent retourner à la cuisine, d'accord ? Je suis pas en train de dire que le féminisme est mauvais dans son ensemble. Alors ce que je dis, c'est que certains courants du féminisme moderne ont été récupérés, instrumentalisés par le marché pour détruire la dernière structure de résistance collective qui est la famille. Maintenant qu'on a posé ça, on va pouvoir continuer et aller en profondeur dans le sujet. La famille, les gars, c'est la dernière citadelle qui protège l'individu contre l'État et le marché. Donc pense à la famille comme une forteresse. D'accord ? À l'intérieur, les membres, ils vont soutenir mutuellement. D'accord ? Ils partagent les ressources, ils se protègent des dangers externes, ils transmettent les savoirs et les valeurs. Quand toi, dans ta position, t'atomises cette cellule, quand tu opposes l'homme et la femme dans une guerre de statistiques, tu libères strictement personne. Tu crées deux consommateurs isolés, fragiles, là où il y avait une unité de résistance en fait. La question principale, c'est de se dire qui gagne quand la famille s'effondre. Donc pose-toi vraiment la question, qui gagne honnêtement quand la famille s'effondre ? Qui bénéficie de la destruction de cette unité solidaire ? D'accord ? C'est pas les hommes, c'est pas les femmes. Ce sont les corporations qui vendent des solutions de substitution à la solidarité naturelle. Avant, quand tu avais un problème, tu allais voir ta famille. Maintenant, tu payes un thérapeute. Avant, ta famille t'aidait financièrement dans les moments difficiles. Maintenant, tu contractes un crédit à la consommation. Avant, tes parents gardaient tes enfants. Maintenant, tu payes une crèche privée. Le féminisme de marché, et j'insiste sur le terme féminisme de marché, c'est pas une libération, c'est une expansion claire de la consommation jusqu'au cœur de nos foyers, d'accord ? Les gars, plus de famille, plus de résistance. Le marché et l'État gagnent. On va parler de Christopher Lasch et de sa défense de la famille. En fait, c'est un sociologue américain déjà, Christopher Lasch. Et lui, il avait déjà expliqué dans les années 70 et 80 ce que je viens d'expliquer, d'accord ? Ces analyses, en fait, sont encore plus pertinentes aujourd'hui, je trouve. Lui, il démontrait que en affaiblissant l'autorité parentale et la structure familiale, on ne libère pas l'individu, on le livre nu aux injonctions de la consommation et de la propagande étatique. J'explique. Une famille forte, c'est une unité de production de sens autonome, dans le sens où la famille peut se gérer d'elle-même, d'accord ? C'est une valeur assez puissante pour pouvoir résister, pouvoir fonder, bâtir. Les valeurs, les traditions, l'éducation, tout ça, ça se transmet de manière indépendante du système, d'accord ? C'est un contre-pouvoir naturel. Une famille brisée produit des individus dépendants du système pour trouver du sens, pour recevoir des valeurs, pour être éduqués. Donc en gros, pas de famille égale cassos. Cash, d'accord ? Le marché adore les célibataires isolés. On va pas se mentir les gars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font tout pour que vous soyez extrêmement féministe, extrêmement masculiniste. D'accord ? Le marché adore les célibataires isolés. Ils consomment plus parce qu'ils ne partagent pas les ressources. Ils se défendent moins parce qu'ils n'ont pas de structure de soutien. Ils sont plus malléables parce qu'ils n'ont pas d'ancrage familial qui les stabilise. Détruire la famille, c'est supprimer le dernier contre-pouvoir face à la tyrannie
technocratique de l'État et du marché. Il suffit en fait de regarder l'histoire avant l'ère de l'hyperconsommation. Avant le XXe siècle, l'économie était domestique. L'argent en fait n'appartenait pas à l'individu, il appartenait à la lignée, au foyer. D'accord ? On ne travaillait pas pour sa carrière personnelle, mais pour le patrimoine du clan. Cette structure en fait rendait le groupe puissant et l'individu protégé. Maintenant, imagine que tu contrôles le système économique et tu te poses la question, comment en fait tu vas maximiser tes profits ? Simple. Tu divises d'unité, tu divises cette unité qui est la famille. Tu transformes la famille en fait en une somme d'individus en compétition pour leur propre salaire. Tu détruis la mise en commun des ressources, d'accord ? Aujourd'hui, on te vend l'indépendance financière comme une émancipation. Mais la vérité en vrai, c'est purement mathématique. Donc écoute bien ces chiffres. 2 loyers rapportent plus aux banques et aux propriétaires qu'un seul. 2 abonnements Netflix, 2 abonnements téléphone, 2 voitures, 2 assurances, 2 de tout rapportent 2 fois plus. 2 individus qui achètent séparément ce qu'ils partageaient hier sont des proies clairement plus faciles pour le système de consommation. Ce que vous appelez égalité n'est souvent que la standardisation des individus pour qu'ils soient tous également exploitables sans le bouclier protecteur du patrimoine familial. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je sais dire depuis le début, mais le féminisme de marché, j'appuie encore dessus, d'accord, a été instrumentalisé pour doubler le nombre de consommateurs. On n'a pas libéré les femmes du patriarcat, on les a intégrées au système de consommation capitaliste. Et avant que tu cries sur moi, etc., que tu m'insultes dans les commentaires, etc., rappelle-toi, je ne critique pas les femmes, je critique le système qui utilise leurs légitimes revendications pour servir ses propres intérêts économiques. Maintenant, on va parler un peu de racisme. Ça s'appelle le racisme des faibles attentes. Ça va déranger beaucoup de gens en vrai, beaucoup de gens qui se disent bien pensants. Ça s'appelle le racisme de la bienveillance. On va parler de cette gauche en fait qui se drape la vertu. Derrière les sourires inclusifs va souvent se cacher un racisme systémique et étatique plus insidieux que celui d'hier. C'est le racisme des faibles attentes. Vous nous préférez clairement, et je dis nous parce que je fais partie des minorités dans la matrice, d'accord ? Vous nous préférez particulièrement victimes pour pouvoir être nos sauveurs. Dès que nous, on devient des intellectuels souverains, on devient des cibles. Le danger pour la société, c'est pas moi. Le danger, en fait, ce sont ceux qui suivent le troupeau par peur d'être mis de côté. D'accord ? Vous êtes des activistes d'image. Vous postez des slogans le jour, mais vous entretenez par vos modes de vie les systèmes exacts que vous prétendez combattre. Je vais encore une fois vous donner une analogie pour illustrer ce que je suis en train d'avancer en fait. Vous agissez en fait comme si l'homme noir était une plante qui était fragile, d'accord, ayant besoin d'un tuteur moral pour pousser droit, donc normalement. Dès que je refuse votre aide, dès que j'affirme une pensée souveraine, vous essayez de me couper. Ok ? Vous aimez pas la diversité, vous aimez la décoration, vous voulez des couleurs différentes, tant que la chanson en fait reste la même. Ma quête en fait d'indépendance économique et intellectuelle, c'est le seul véritable acte de résistance dans ce système. Moi je l'ai compris. Et ça, c'est précisément pour ça qu'elle vous terrifie. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin de votre validation morale, un homme qui ne réclame pas votre pitié, un homme qui refuse le statut de victime officielle devient ingérable. Vous ne savez pas quoi faire d'un individu qui ne rentre dans aucune case émotionnelle prévue par votre idéologie. Ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas assez en colère pour être instrumentalisé. Il n'est pas assez soumis pour être récupéré. Il n'est pas assez docile pour être exhibé comme preuve de votre vertu. Alors, vous faites ce que tous les systèmes font face à l'indomptable. Vous le disqualifiez moralement. Vous dites qu'il est dangereux, qu'il est instable, qu'il a un problème. Parce que si son discours était pris au sérieux, si sa réussite était reconnue, alors votre récit s'effondrerait totalement. Et sans récit victimaire, vous perdez votre rôle de sauveur. Et sans sauveur, votre supériorité morale disparaît. Pensez-y. Maintenant, on arrive en fait à l'arme ultime du système. Celui qu'on utilise quand tous les autres ont échoué. Tous les autres ont échoué. D'accord ? C'est un de mes concepts favoris que j'ai aimé particulièrement en fait apprendre. Ça s'appelle la pathologisation de la dissidence. Donc regardons ensemble comment ça fonctionne en fait. Parce que ce mécanisme en fait, il est vieux comme le pouvoir, d'accord ? Tant que tu peux discréditer une idée sur le fond, tu débats. Ok ? Quand tu ne peux plus la réfuter, tu attaques la personne. Et quand l'attaque morale ne suffit plus, tu déclares que le problème est psychologique, dans la tête, d'accord ? Il n'est pas en désaccord, il est instable. Il ne remet pas en question le système, il est dérangé. Il ne pense pas différemment, il a un trouble. C'est une stratégie en fait redoutablement efficace parce qu'on ne débat pas avec un malade même. On le soigne ou on l'isole.
Ce mécanisme, les gars, il n'a rien de nouveau. C'est pas nouveau, c'est un truc qui existe déjà depuis... Voilà, d'accord. Dans l'Union soviétique, on parlait de schizophrénie politique. Les dissidents n'étaient pas des opposants idéologiques, d'accord. Ils étaient des patients. Dans d'autres régimes, on parlait d'hystérie, de déviance, d'immaturité psychologique. Le vocabulaire, il a un peu changé. Mais la logique reste la même. Aujourd'hui, on utilise des mots plus modernes comme narcissique, paranoïaque, complotiste, extrémiste. Mais la fonction est identique. Retirer toute légitimité intellectuelle sans jamais répondre sur le fond. Quand vous dites « il est dangereux », vous ne protégez strictement personne. Quand vous faites ça, vous avouez simplement votre incapacité à argumenter. Donc je vais vous donner une dernière analogie. Imaginez en fait un immeuble qui est en feu. Une alarme sonne. Il y a le feu, d'accord? Deux options s'offrent à vous. Soit vous demandez pourquoi l'alarme sonne, où est l'incendie. Soit vous dites, cette alarme est insupportable. Elle me stresse et elle est dangereuse. Et vous la désactivez. C'est exactement ce que vous faites avec les voix dissidentes. Le problème, en fait, n'est jamais le message. C'est le malaise que le message provoque. Mais désactiver l'alarme ne supprime pas l'incendie. Ça garantit juste qu'il brûlera jusqu'au bout. Alright? Vous pouvez me censurer, les gars. Vous pouvez me salir. Vous pouvez tenter de me faire passer pour fou. Mais vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez entendu parce qu'une idée, une fois implémentée, ne disparaît jamais complètement. Elle travaille, elle attend, elle dérange. Et chaque tentative de me faire taire confirme exactement ce que je dis depuis le début. Si j'étais insignifiant, les gars, vous m'ignoreriez juste, d'accord? Si j'avais tort, vous me mettrez à ma place, d'accord? Vous m'allumerez, vous me direz, t'as tort, ok? Ce que vous faites, c'est que vous faites ni l'un ni l'autre, d'accord? Personne ne dit que j'ai tort, d'accord? Personne m'ignore. Vous attaquez juste ma personne. Vous dites juste que je suis fou, que j'ai un problème dans ma tête, d'accord? Et ça, c'est un aveu. C'est un aveu. Donc, la cancel culture, c'est pas une victoire morale. C'est une capitulation intellectuelle. On efface quand on ne sait plus répondre. On supprime quand on n'a plus d'arguments. On pathologise quand la vérité devient trop lourde à porter. Vous appelez ça de la justice sociale. Moi, j'appelle ça la peur de penser. Une société confiante n'a pas besoin de faire taire. D'accord? Elle débat. Une société fragile, elle, brûle les livres, ok, et diagnostique les auteurs. À la fin de cette vidéo, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, il va rester plus qu'une seule question, qui n'est pas pour moi en vérité, mais pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez continuer à vivre confortablement dans une cage dont vous défendez clairement les barreaux, ou est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de la liberté intellectuelle? Parce que la vérité, c'est que penser librement, les gars, coûte cher. D'accord? J'ai perdu énormément d'argent cette année juste parce que j'ai donné mon avis, d'accord? J'ai perdu mon agence cette année juste parce que j'ai donné mon avis, d'accord? J'ai perdu mes clients cette année juste parce que j'ai donné mon avis. Ça coûte des amis, ça coûte des relations perso, ça coûte de la validation sociale, ça coûte votre réputation, ça coûte parfois la tranquillité, mais l'alternative coûte plus cher encore. Elle coûte ta putain de souveraineté. Sincèrement, j'ai fait mon choix. Je préfère être attaqué pour ce que je pense, parce que maintenant je commence à avoir l'habitude, que célébrer pour ce qu'on attend de moi. La dictature de la bienveillance ne tombera pas par la violence. Elle tombera quand il y aura assez d'individus qui refuseront de jouer le jeu. Donc les gars, la séance est ouverte. C'est à vous de penser désormais.